Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable. C'est une production de l'agence Galaxy Media. Les questions environnementales se sont inscrites aujourd'hui au cœur de débats politiques, économiques, culturels, avec des enjeux considérables et les sociétés, les gouvernements, les hommes politiques, mais aussi les étudiants, les élèves, tous en tout cas ont besoin des solutions aux questions environnementales, aux problèmes environnementaux qui se posent à travers la planète. Dans cette émission, nous recevons deux étudiants. Ils sont de l'Université catholique du Congo, UCC, qui sont venus en tout cas parler des questions environnementales, des questions d'assainissement, des questions de gestion de nos ressources naturelles, de notre environnement. Il s'agit donc, entre autres, de Jean-Denis Djamba et de Jancy Lela. Ils vont devoir nous donner de plus en plus d'informations sur eux-mêmes. Je commence par Jean-Denis Djamba. Bonjour. Bonjour, monsieur. Si on veut vous connaître, comment les saura-t-on? Oui, je suis Jean-Denis Djamba, comme vous venez de le dire. Je suis étudiant à l'Université catholique du Congo. Je suis en Master D, économie rurale, environnement et gestion de projet. Économie rurale, environnement et gestion des projets. Je me tourne vers Jancy Lela. Jancy Lela, si on doit vous connaître, qu'est-ce qu'on peut savoir de vous? C'est Jancy Lela, étudiant également à l'Université catholique du Congo, en deuxième année de licence, économie rurale, environnement et gestion des projets. Voilà, je reviens à vous tout de suite. Place d'abord à l'actualité, les résultats du projet Plus sur la réserve de Mangaï dans la province du Kwilu ont été présentés et validés au cours d'un atelier de 2 jours, soit les 12 et 13 mars 2019 au Cercle Elaïs de Kinshasa. Ce projet porte sur la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration et dialogue sur l'utilisation des terres. Reportage signé Patience Vumilia et Christian Kenina. La République démocratique du Congo dispose de plusieurs aires protégées et réserves qui malheureusement souffrent de graves problèmes de dégradation et pourtant des zones indispensables pour l'équilibre climatique. Ces espaces doivent donc être restaurés pour continuer à assurer leur rôle en faveur de la planète. C'est le cas de la réserve des Mangaï d'une superficie de 1 176 875 hectares, longtemps oubliée et laissée à son triste essor, mais regorgeant une riche biodiversité, à l'instar des hippopotames. En fait, il y a eu beaucoup d'attentes. C'est vous dire que c'est une population qui a été très abandonnée, qui a vécu essentiellement de l'exploitation de ses ressources, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit la chasse ou l'exploitation forestière. Mais aujourd'hui, ces ressources sont en train de s'amenuiser progressivement. Une des grandes attentes, c'est de dire à ces communautés qu'elles sont responsables de ce qui est arrivé et elles peuvent gérer autrement leurs ressources. Donc, c'est le renforcement des capacités, la sensibilisation. Montrer à ces communautés, par exemple, les liens entre la présence des hippopotames et la productivité des poissons. Montrer à ces communautés les liens entre la déforestation et le réchauffement climatique. Effectivement, quand vous arrivez dans ces milieux-là, il y a des perturbations au niveau du calendrier agricole. Et à travers les sensibilisations que nous sommes en train de faire, ils ont compris ces liens et nous pensons que notre présence là-bas va attirer d'autres partenaires, notamment tous les services étatiques qui sont dans l'amélioration de la productivité agricole. Donc c'est ensemble. Nous ne voulons pas arriver dans ces sites et imposer des solutions. C'est comme ça qu'on a mis en place le groupe de travail sur la gouvernance de ce groupe-là qui est formé de beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup de cadres, il y a des institutions d'enseignement supérieur qui sont là, mais il y a aussi les pêcheurs, les chasseurs, les groupes d'éleveurs, il y en a les mamans maraîchers qui sont là. Donc c'est un groupe mixte qui fait qu'ils réfléchissent maintenant sur les ressources. Ils s'approprient progressivement cette réserve. Parce qu'à l'époque belge, à l'époque coloniale, il y avait une conservation policière. Mais nous sommes en train progressivement d'inverser la tendance pour que c'est ensemble avec ces communautés qu'on puisse gérer. Déjà, on est en train de réduire sensiblement la déforestation parce qu'il y a encore une zone centrale qui a une belle forêt. Nous voulons que cette forêt soit vraiment conservée
Et à ce moment-là, on va lutter contre la déforestation, qui est un des objectifs de forêt. Mais ensemble, on va reboiser. Ce travail de reboisement va créer de l'emploi pour ces gens-là. Et puis, on va reboiser avec des essences utiles. Des essences utiles pour ces communautés. Voilà, ce n'est pas que nous sommes en train de faire, mais j'insiste avec les communautés locales. Grâce au projet Plus portant sur la restauration du paysage forestier, la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration et le dialogue sur l'utilisation des terres, une étude de restauration a été menée sur cette réserve dont les résultats ont été présentés et validés au cours d'un atelier de 2 jours, soit le 12 et 13 mars 2019. En quoi consiste alors le projet Plus? Le projet consiste à, d'une part, essayer un peu de mettre ensemble tous les différents acteurs qui interviennent dans le paysage de Mangaï et d'autre part, essayer un peu à l'issue de ces concertations avec les ces différents acteurs, dégager les voies et moyens d'une stratégie de restauration de l'écosystème par rapport aux différentes pressions et menaces qui mettent en destruction la valeur biologique de ce paysage. Les pressions, on peut citer essentiellement la chasse des différents calibres. Il y a la chasse à l'arme pour la subsistance, le calibre 12. Il y a la chasse également à l'arme automatique, mais également l'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire une agriculture où les gens coupent la forêt chaque année et ils doivent se déplacer pour ouvrir de nouveaux champs et ça crée un déséquilibre sur l'écosystème forestier parce que la zone est principalement forestière avec quelques lambeaux de savane. Et l'autre élément, c'est l'exploitation forestière à grande échelle. La biodiversité de la réserve de Mangaï doit être conservée pour renforcer le rôle des forêts contrôlées par les communautés. Grace Barouka, coordonnateur national du projet de stabilisation de l'utilisation des terres à l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, donne les objectifs de ce projet et les résultats atteints pour la restauration de la réserve de Mangaï. L'objectif du projet qui est de voir dans quelle mesure concilier la conservation et le développement dans une approche paysagère. Et à ce jour, nous avons eu à mettre en place un cadre de gouvernance au niveau local pour permettre à ce que les communautés, les différentes parties prenantes puissent discuter des problématiques clés liées à la gouvernance des ressources naturelles dans ces paysages. Et ce groupe de travail qu'on appelle Governance Working Group est déjà mis en place et en train de fonctionner actuellement. Et nous espérons que ce groupe de travail pourrait nous donner des feedbacks positifs par rapport à la gouvernance au niveau local et pouvoir ramener ces résultats au niveau national pour alimenter les politiques ou les discussions au niveau national. Ce projet a permis aussi d'actualiser les cartes du paysage, étant donné que c'est un paysage où il n'y avait pas assez de partenaires. Et actuellement, on a pu essayer de voir dans quelle mesure avoir une carte qui rassemble les informations des différentes parties prenantes au niveau national, mais qui bénéficie aussi de la confirmation des communautés au niveau local. Et le projet a permis aussi de faire l'évaluation des opportunités de restauration. C'est d'ailleurs cette activité ou ces résultats qui nous permet aujourd'hui de nous rassembler ici pour voir dans quelle mesure on pourrait communiquer ces résultats au niveau national, mais également recevoir les recommandations de ces parties prenantes au niveau national pour voir dans quelle mesure on pourrait alimenter et capitaliser davantage ces acquis tant au niveau national, provincial que national. Et on vient de remarquer tout à l'heure que le projet est très intéressant, par exemple pour les questions liées au challenge de Bonn, parce que le pays avait pris un engagement de restaurer d'ici 2030 8 millions d'hectares au niveau pays. Et quand on voit la superficie de l'air protégée, avec l'évaluation qu'on a faite, c'est plus d'1 million d'hectares, donc nous pensons que c'est un résultat déjà positif, quitte au gouvernement maintenant de voir comment les capitaliser au niveau national. Dans le cadre de ce projet, l'Union internationale pour la conservation de la nature s'est engagée dans un processus d'appui à la gestion durable de la réserve de Mangaï en utilisant une approche de gestion paysagère, ce en partenariat avec The Forest Dialogue des États-Unis et l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, OCEAN.
L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, est également partie prenante à ce projet. Un domaine ou une réserve comme celle-là demande de mettre en place un mécanisme ou des mécanismes d'aménagement, dont notamment le zonage, c'est-à-dire une réserve de catégorie 6 qui, d'une part, tolère la présence humaine, mais sous un régime de contrôle par rapport à l'utilisation des ressources naturelles. Et d'autre part, la conservation ciblée vers des espèces en fait totalement protégées comme l'hippopotame, l'éléphant, etc., d'autres types d'antilopes. Donc, un scénario qui met quand même ensemble le développement, mais la conservation, mais en respectant certaines règles de contrôle qui sont édictées par le document d'aménagement et de gestion. Avec de tels projets, plusieurs réserves et aires protégées de la RDC peuvent être restaurées à travers les pays, mais tout en assurant les alternatives à la population qui vit des ressources se trouvant dans ce même aire protégée et ainsi diminuer la pression humaine sur les ressources dont elle dispose. Signalons qu'au niveau national et pour concilier les objectifs de conservation et du développement, la République démocratique du Congo s'est engagée à restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici 2030, échéance de l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous sommes donc avec deux étudiants qui s'intéressent aux questions non seulement d'environnement, mais aussi de gestion des projets, d'économie rurale, comme ils viennent de le dire. Alors je commence avec Jean-Denis Djamba. Vous êtes membre d'une association ou d'un collectif que vous appelez collectif des étudiants de l'Université catholique du Congo, ou c'est comment l'appellation exacte? Oui, merci. Nous sommes collectif et comme environnement. Collectif E. Alors, c'est quoi le collectif E? Oui, si on peut présenter le collectif E. Le collectif E, c'est une association des étudiants. C'est un groupe des étudiants en économie rurale, environnement et gestion de projet. Nous sommes une trentaine. Nous visons à valoriser l'environnement, protéger notre environnement par des œuvres concrètes. Et surtout aussi, motiver et sensibiliser les jeunes comme nous, afin que nous puissions bien entretenir notre environnement. La Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 53, si je ne m'abuse, stipule que les Congolais doivent vivre dans un environnement sain. C'est cette assertion qui vous a peut-être inspiré? Oui, on peut dire que c'est inné. Nous sommes comme ça, la plupart de nous dans les groupes. Nous avions déjà des ambitions pareilles, on est propre, là où on est, et voir comment est-ce qu'on peut défendre ce qui n'est pas bon en matière environnementale. C'est comme ça on s'est créé une sorte d'affection entre nous. On a dit pourquoi pas aussi valoriser l'environnement en commun, faire valoir des valeurs environnementales. Et voilà. Alors, Jancy, vous aussi membre du collectif et comme environnement. Alors, d'où vous est venue en fait l'idée de créer ces collectifs? L'idée de créer notre collectif nous est venue depuis la G1. Parce que nous sommes venus à l'Université catholique du Congo, nous avons trouvé un environnement un peu différent des autres universités. C'est-à-dire, nous sommes dans une université où l'autorité a l'œil sur l'environnement. Il y a des garants, des gardes, mais aussi des ouvriers qui œuvrent là-dedans. Ils veillent à ce que l'environnement soit toujours propre. Mais au contraire de cela, à l'extérieur de l'université, quand nous sortons, nous voyons l'environnement auquel nous vivons. Cela nous étique un peu. Et nous nous sommes dit, c'est nous étudiants qui sommes en train de détruire notre environnement. Alors qu'à l'intérieur de l'université, parce qu'il y a des suivis, nous sommes en train d'observer. Pourquoi pas inculquer aux étudiants cette mentalité-là des guerriers, des protecteurs de l'environnement? C'est là d'où nous est venue cette idée et nous avons matérialisé cette idée. Aujourd'hui, nous comptons une trentaine de personnes, donc nous sommes fiers de nous. Voilà, fiers de vous, mais la promotion ou disons
la filière économie rurale, c'est pas seulement 30 étudiants, mais comment les autres n'emboîtent pas les pas? Ça ne leur intéresse pas. Nous n'allons pas dire comme ça que ça ne leur intéresse pas, si tout le monde est intéressé. Mais nous voulons évoluer pas par pas. Nous ne pouvons pas introduire tout le monde dans les collectifs. Nous avons un comité qui gère tous les autres membres, mais aussi les personnes qui montrent cet amour de l'environnement. Nous pouvons faire l'économie rurale, environnement et gestion de projet, tout en n'ayant pas l'idée ferme sur la protection de la nature. Peut-être qu'il y a des ceux-là qui font cette filière pour peut-être créer des projets. Mais nous nous sommes dit, au détriment de créer des projets, nous allons aussi protéger, cernir et garder. Parce que tout projet, aujourd'hui, tout projet exige une étude d'impact environnemental et social. Et donc, l'environnement est lié, intimement lié à la gestion des projets. Djamba, c'est en fait cet aspect-là sur lequel je voudrais insister, gestion des projets, environnement, économie rurale. Quel lien vous pouvez jeter par rapport à ces trois aspects, économie rurale, environnement et gestion des projets? Merci. Bon, je voulais d'emblée louer l'intelligence de ceux qui ont pu créer cette filière-là au sein de notre université, parce que ce sont trois domaines qui vont vraiment de pair. Voilà. Donc on ne peut pas créer un projet sans tenir compte de l'environnement, parce que le projet risque même d'être un fiasco. On ne peut pas parler aujourd'hui d'économie rurale sans tenir compte de l'environnement, parce qu'on doit changer l'environnement. S'il faudrait même urbaniser, c'est l'environnement qu'on doit urbaniser. Donc ce sont des phénomènes qui sont un peu liés, entreliés, que ça doit marcher vraiment ensemble. Quelles sont les actions qui sont prévues dans le cadre de votre collectif, collectif E, les actions que vous menez pour vraiment rendre effectifs ces collectifs? Oui, merci. Concernant nos actions, bon, ce qui est vrai, nous avons vraiment des actions, nous menons des actions au niveau universitaire, oui, certes, mais il y a aussi chacun, là où il vit, il mène des actions, il doit impacter là où il est comme étant membre du collectif E. Je peux donner mon exemple. Oui, je peux donner mon exemple. Moi, je suis de Lemba. Là où je suis, mon avenir est parmi les plus propres de ma commune. On viendra voir ça un jour. Ah oui. Donc là-bas aussi, on explique aux gens, aux jeunes gens, comment est-ce qu'on doit protéger l'environnement. Mais au niveau universitaire, là où est notre vie de chaque jour, nous menons des activités comme nous avons voulu passer de l'abstrait au concret. Nous créons vraiment de l'impact. Parce que les collectifs aujourd'hui créent certaines œuvres en matière de plastique. Il y a des tableaux d'art que nous faisons faire à base de bouchons plastiques. Il y a aujourd'hui nos fameux tabourets, je les aime bien, des tabourets en bouteilles plastiques. Ces tabourets sont à même de contenir 10 bouteilles d'eau de 1,5 ml et plus de 1000 sachets d'eau pure. Voyez un peu l'impact. Donc nous enlevons... C'est une certaine valorisation que vous donnez aux emballages plastiques. Donc le collectif a voulu vraiment recycler, faire des œuvres qui sont concrètes. Donc aujourd'hui, on peut s'asseoir sur un tabouret, des bouteilles plastiques et des sachets d'eau pure. Donc ce n'est plus un problème. Et seulement, on doit valoriser ça et vulgariser aussi. C'est un peu ça ce que nous faisons. Alors Kinshasa, comme nous le savons tous, c'est une capitale, même si nous ne disons pas que c'est la plus sale du monde, mais c'est quand même une capitale sale. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'étudiant en gestion, en économie rurale, environnement et gestion des projets, quand vous circulez dans les rues de la capitale Kinshasa, ça vous fait quoi? C'est gênant. C'est vraiment gênant de voir que ce sont nos propres œuvres, à nous les humains, nous les habitants de Kinshasa. Nous ne sommes pas rendus responsables de bien gérer nos déchets. Vraiment, on se laisse à tout faire. Je ne sais pas s'il y a de l'ordre à l'intérieur de soi, de chacun de nous. Donc c'est comme si on est déjà désordonné à l'intérieur et à l'extérieur, on fait tout ce que nous voulons. Et voilà. Alors, Jancy, quand nous regardons, comme nous l'avons dit tantôt, nous regardons l'environnement de Kinshasa, ça fait mal
pour vivre dans un environnement malsain. Et pourtant, comme nous l'avions dit tantôt, la Constitution nous dit que les Congolais doivent vivre dans un environnement sain. Et chacun de nous a cette responsabilité de protéger cet environnement, de l'assainir. Alors, vous, en tant que collectif collectif environnement, vous avez des actions, des activités que vous menez bien sûr, mais comment vous pouvez mener ces actions pendant que il n'y a pas, en tout cas, disons-le, un certain changement de mentalité dans les Congolais, dans les Kinois, qui vit avec l'insalubrité? Nous avons très bien vu cet aspect des choses. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas débuter notre collectif sans pour autant marteler sur le mental de nous étudiants. C'est ainsi notre action à l'université. Nous nous sommes allés voir les étudiants, leur montrer, malgré que nous sommes en deuxième année de licence, mais nous allons nous sacrifier. Nous allons nous rabaisser pour entrer dans des caniveaux qui sont à l'extérieur de l'université, assainir notre milieu, et à la fin de cette activité, on est venu auprès des étudiants, nous leur avons dit, c'est vous étudiants, c'est nous habitants de Kinshasa qui sommes en train de détruire notre environnement. Et alors, changeons notre mentalité, voyons ce qui est bon et gardons notre université propre. Bien sûr à l'extérieur. On leur a fait voir, nous sommes à plus de 6000 étudiants. Si nous nous sommes dit que 6000 étudiants, il y a plus de 6000 familles. Si chacun de nous essayait d'inculquer cette mentalité à sa famille, de ne pas jeter les saletés par terre, nous allons voir que 6000 familles vont observer la propriété. Donc cela va faire évoluer l'environnement, va faire évoluer notre ville de Kinshasa. Et nous allons aussi les projeter ailleurs. Mais nous ne sommes pas simplement restés à l'Université catholique du Congo. Nous sommes aussi allés voir le DG de l'IEC Gombe, où nous avons offert un tableau fait à base de bouchons plastiques. Les logos de leur université, nous les avons donnés par souci de le montrer notre souhait de voir nos universités propres. Parce qu'il fut notre professeur de projet. Et alors nous avons profité de cette occasion pour le voir et lui donner ces cadeaux pour que lui aussi, dans son université, qu'il inculque le même mentalité aux étudiants. Alors la sensibilisation devra occuper donc, un aspect très important, la sensibilisation. Mais est-ce que vous voulez vous limiter aux universités? Parce que, en fait, le changement de mentalité doit commencer à la base. Et la base, c'est entre autres les écoles primaires, par exemple. Qu'est-ce que vous envisagez dans cet ordre d'idées pour toucher aussi les élèves? Déjà, parmi les œuvres qu'avait mentionné mon ami DJ, nous avons aussi fait une poubelle faite à base de bouteilles plastiques. Alors, cette poubelle, nous nous sommes dit, nous allons le donner à l'autorité de la commune où est placée notre université, la commune de Limete. Nous allons aller voir le bourgmestre, lui offrir. Et c'est sur base de cela que nous allons vulgariser ces poubelles et ça va devenir notre vie quotidienne. Avoir une place où jeter des déchets plastiques, mais cette place, elle est aussi plastique. Vous voyez? Donc, oui, c'est ça. Et alors, nous avons fait aussi des tabourets. Nous nous sommes dit, nous allons aller voir les écoles qui se trouvent dans la commune de Limete. D'abord, parce que c'est la base. Nous allons d'abord assainir la base qui est notre commune de Limete, où est placée notre université, voir des écoles, parce que ce sont ces enfants-là qui, en grandissant, ils ont cette mentalité de jeter des papiers par terre. Et le faire voir que protéger l'environnement, ce n'est pas simplement question des adultes. Non, ça commence par vous, enfants. Et en grandissant, ils vont observer cette mentalité. Comme on dit, il faut que l'arbre soit entretenu dès le début pour que ça ne puisse pas être courbé. Alors, Jean-Denis, avec de telles actions, il me semble que vous avez besoin de moyens. Où est-ce que vous tirez ces moyens financiers d'abord et puis matériels pour arriver, par exemple, à fabriquer un tabouret à base des emballages plastiques ou encore une poubelle à base d'emballages plastiques? Les problèmes de financement, ça pose problème dans de nombreux projets, oui. Mais chez nous, on a
on doit trouver une solution. On est conscient. Il y a Loin de là, on est conscient de ce que nous faisons. C'est une action qui est innée, comme j'avais dit tantôt. Donc nous sommes dans ça. Donc on s'est organisé pour que nous puissions cotiser nous-mêmes. Donc ça nous coûte même pas. Parce que nous évoluons là-bas, ça ne nous coûte même pas. Et voilà. Donc on s'organise nous-mêmes, on cotise nous-mêmes. S'il faut ramasser des sachets, on les fait nous-mêmes. Des plastiques, on les fait nous-mêmes. Alors, quelle est la vision aujourd'hui du collectif E par rapport à notre environnement, particulièrement pour Kinshasa d'abord, parce que c'est ici où nous vivons, mais aussi pour le Congo tout entier? Comment vous entrevoyez cet environnement-là? D'emblée, que nous voulons un environnement sain, un environnement très propre alors. Et cela, ça passe nécessairement par une prise de conscience. Permettez-moi de le dire, moi je ne pense pas qu'on a besoin de pasteurs dans des bus. On a besoin de gens qui peuvent se lever dans un bus pour prêcher les gens. Non, on ne doit pas jeter, on doit protéger notre environnement. C'est vraiment un mental que nous devons avoir. Ça doit être direct, notre manière de vivre. Et quand quelqu'un commet un acte qui n'est pas bon, ça serait mieux de l'interpeller, au lieu d'attendre que nous puissions accumuler ces actes et arriver à la saleté. C'est vraiment une action que nous devons nous tous mener. C'est un peu ça. Jancy, vous pensez à une police de salubrité demain ou après-demain? Pourquoi pas? Parce qu'on dit souvent, bon, c'est un adage qui me fait un peu mal, que l'homme noir attend quand on le fouette. Si c'est nécessaire, pour garder cet environnement propre, on doit le faire. L'autorité doit prendre des mesures nécessaires pour protéger cet environnement. Parce que c'est dans cette ville que nous allons voir naître nos enfants et les enfants de nos enfants. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous gardons cet environnement comme on le voit. Est-ce que demain, nos enfants auront des places où jouer? Est-ce que nos enfants auront des places où se réjouir? Non. Et alors, nous devons mener des actions directes maintenant pour essayer de prévenir notre vie future. Voilà, je crois que c'est bien dit. Alors, on va parler actualité à présent. Vous avez suivi comme moi le discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord pour ses 100 premiers jours à la tête du pays, mais aussi son discours devant les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo au mois de février dernier. D'abord pour ce qui est des 100 jours, comment vous avez trouvé ce discours? Il est un discours environnemental, un discours hors environnemental? Je dirais que c'est un discours qui met un peu l'environnement de côté. Pourquoi de côté? Nous vivons à Kinshasa. L'urgence que nous devons faire pour faire valoir l'environnement de Kinshasa est beaucoup trop vaste. Que de laisser l'environnement de côté ou l'associer dans d'autres secteurs indirectement, moi je trouve que non, ce n'est pas bien. Le président, il a fait un bon discours qui a tenu compte de plusieurs secteurs, mais je dirais que notre secteur de l'environnement est un peu dans les oubliettes. En regardant le problème environnemental aujourd'hui, c'est beaucoup plus vaste que tous les autres problèmes. Parce que nous voyons les dégâts que cause notre environnement. Aujourd'hui, s'il plaît à Kinshasa, nous n'avons pas de place au marché. Aujourd'hui, s'il plaît à Kinshasa, nous craignons que nous ayons des pertes en vies humaines. Donc, le président devait marteler sur ces secteurs pour voir dans les jours à venir, dans les premiers jours, déjà une ville de Kinshasa beaucoup plus propre. Certaines langues pensent que quand on parle de la construction des routes ou, comme on l'a dit d'ailleurs, l'exécution d'un projet exige une étude d'impact environnemental et social. Jancy l'a dit, c'est peut-être indirectement. Est-ce que pour que l'environnement soit au rendez-vous, est-ce qu'il faut uniquement le dire que non, secteur environnement, au-delà du secteur santé, éducation, infrastructure, parce que dans les infrastructures, en tout cas, on aura les aspects environnementaux qui vont intervenir. Dès le début, j'aimerais saluer l'initiative du président de pouvoir nous doter d'un programme. Donc on doit marcher selon un programme. Ça, c'est une bonne chose pour les 100 jours. Mais je pense que ne pas citer l'environnement, ça doit être un problème. Ça doit être un problème. Pourquoi
Pourquoi pas les autres secteurs, seulement l'environnement? C'est une question qu'on doit se poser. Peut-être qu'on ne peut pas tout parler, on ne peut pas tout embrasser ensemble. L'environnement et le développement durable, c'est un secteur en part entière dans notre pays. Ça devait être cité, ça devait être pris en compte. Et voir ce secteur à côté, bon, on ne peut que constater cela. On n'a pas autre chose à faire, mais il serait mieux, parce que ce n'est pas encore trop tard, de suggérer, si c'est possible, que le président de la République puisse tenir compte de l'environnement. Parce qu'on peut bien construire des routes, on peut bien construire des écoles, réaménager les hôpitaux, mais tous ces secteurs-là dépendent et sont liés à l'environnement, qui est notre alma mater, comme l'a dit le pape François. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, devant les ambassadeurs, il dit, dans les tout prochains jours, la RDC devra signer un partenariat avec le Brésil, l'Indonésie. Est-ce une bonne chose? Est-ce qu'il anticipe? Oui, c'est une bonne chose, c'est vraiment génial, parce qu'on doit marcher en commun avec ces pays-là, parce que nous sommes tous des pays qui regorgent beaucoup d'étendues de forêts, et nous sommes les poumons du monde. On doit vraiment marcher d'un commun accord. Seulement, il faut m'atteler sur ça. Il y aura aussi question de leadership. On doit peser là-bas. On doit vraiment peser. Parce qu'il s'est dit la RDC doit retrouver son leadership sur le plan environnemental avec toutes les ressources dont disposent les pays. Il faut donc, Jancy, que les pays puissent vraiment avoir, quand la RDC parle, c'est le monde qui tremble. Bien sûr, en regardant notre forêt, en regardant les ressources naturelles que nous avons ici au pays, nous devons arriver au stade où quand on parle, le monde écoute. Quand on parle, quand la population parle, le monde écoute et obéit. C'est ainsi que nous devons passer par ces accords avec les pays qui regorgent les mêmes ressources que nous pour trouver d'un commun accord des voies et moyens de sortie pour le bénéfice de nos populations qui souffrent. C'est eux qui polluent, mais c'est nous qui souffrons. Parce qu'on nous interdit de couper nos forêts, on nous interdit de pêcher, on nous interdit de faire tout cela, parce qu'eux polluent et ils attendent à ce que nos forêts puissent séquestrer tout ça. Et alors, nous, la population locale, nous devons en bénéficier. Donc le président a très bien fait en cherchant des accords avec ces pays. Ça sera une bonne chose pour la population de la RDC. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour la République démocratique du Congo dans le cadre vraiment environnemental? Les enjeux sont lesquels pour vous? Nous avons plusieurs enjeux que nous devons mettre en œuvre. D'abord, à l'entrée, il y a notre forêt qui est en train petit à petit de se diminuer de sa surface. Pourquoi? Il y a des compagnies qui exploitent le bois. Il y a nos mamans qui ont besoin des braises et qui l'exploitent. Alors que dans des accords, dans des COP 21, dans des COP 24, on a très bien dit pollueur-payeur. Mais la population ne ressent pas cela. La population est vouée à son propre sort. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à exploiter cela pour détruire le monde demain? Non. Nous sommes arrivés au stade où le pollueur doit payer et la population doit en bénéficier. Voilà, le pollueur doit payer, la population bénéficier des retombées peut-être de ceux qui polluent. Alors, on va terminer cette émission, Jean-Denis Djamba, avec vous. Quel est le credo aujourd'hui de collectif E? Parce que l'environnement, notre milieu ambiant est en train de se brûler. Mais s'il se brûle complètement, c'est nous tous qui allons brûler. Quel est le credo de collectif E? Merci. Notre credo s'adresse particulièrement à la jeunesse. Nous sommes jeunes et nous devons nous mettre en action. On dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est ça? Oui. Mais c'est peut-être d'aujourd'hui aussi. C'est peut-être d'aujourd'hui, oui. Mais c'est demain-là dont nous parlons. Ça peut être aussi un demain catastrophique si nous ne protégeons pas notre environnement. Nous sommes dans l'obligation de protéger notre environnement parce que c'est là, c'est vraiment les gages même de notre réussite pour demain. On peut bien faire ses études, on peut être à un niveau là qu'on doit être embauché, mais si l'environnement n'est pas favorable à ce que nous devons faire, c'est vraiment dur pour nous.
Donc nous lançons l'appel à tous les jeunes de Kinshasa et de la RDC de penser comme nous. Nous devons faire des actes concrets pour protéger notre environnement. C'est un peu ça. Poser des actes concrets pour protéger l'environnement, les conserver, les préserver, non seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi et surtout pour les générations futures. C'est en fait ça, le développement durable. Merci Jean-Denis Djamba, merci Jancy Lela. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais aussi et surtout, prenez soin de votre environnement. Merci à Fanfa Makitou et merci à Céline Bumba et à Guilhem Mouzembe d'avoir réalisé cette émission. Au revoir et à très bientôt.